Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Je suis Maroussia Cravec, chargée de mission à l'ARACT Île-de-France, qui fait partie du réseau ANACT, réseau qui a pour ambition de concilier qualité de vie au travail et performance de l'entreprise, en agissant notamment sur l'organisation du travail, les relations professionnelles et le dialogue social. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la 2e édition de la Semaine du télétravail, initiée par l'ARACT Île-de-France, qui se clôture aujourd'hui et au cours de laquelle nous avons proposé chaque jour des événements présentiels et distanciels, des podcasts, des sondages sur les réseaux sociaux avec une thématique dédiée quotidienne. Lundi 16 mai, c'était sur le dialogue social et la pérennisation du télétravail. Mardi, sur l'impact du télétravail sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Mercredi, sur le lien entre travail hybride et management. Jeudi, sur le télétravail comme outil de prévention de la désinsertion. Et aujourd'hui, donc, sur les nouveaux enjeux de spatialité et de mobilité en lien avec le télétravail. Si vous n'avez pas pu participer à nos différents événements, pas d'inquiétude, vous retrouverez toutes les ressources ainsi que celles qui vont vous être présentées aujourd'hui et bien d'autres sur notre centre de ressources dédié télétravail-idf.fr. Nous allons aujourd'hui aborder un enjeu crucial, mais que nous n'avons pas forcément beaucoup l'habitude de traiter au sein du réseau ANACT-ARACT, le lien entre télétravail et mobilité. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Jérémy Almosny. Bonjour. Bonjour. Qui est directeur régional de l'ADEME Île-de-France, l'agence de la transition écologique, et Amélie Clare, avocate associée de Covence Avocats. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors avec vous, nous allons nous intéresser aux impacts du télétravail sur la mobilité, sur les déplacements, ainsi que sur les effets du télétravail sur l'environnement. Nous allons aussi voir comment négocier et mettre en place un accord mobilité durable dans son entreprise. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat. Nous tenterons d'y répondre soit directement à l'écrit, soit nous garderons un temps d'échange à l'issue du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Jérémy Almosny, je vais vous laisser la parole. Merci Maroussia. Bonjour à toutes et à tous ravi de pouvoir participer à cet échange autour du télétravail. Effectivement, à l'ADEME, nous avons conduit une série d'études, d'acquisition de connaissances autour du télétravail et ses effets sur le plan environnemental. Nous avons déjà, dès 2015, enclenché une série d'enquêtes, d'études permettant d'évaluer les impacts du télétravail sur les distances domicile-travail. Et puis, nous avons continué à travailler sur le sujet, tant de par notre stratégie RSE en interne, aussi bien que de par les études complémentaires qu'on a réalisées sur les effets rebonds du télétravail. Et c'est bien l'objectif de ma présentation de ce matin. Alors, effectivement, on peut se poser la question, naturellement, le télétravail a un impact, on va dire, direct sur les déplacements domicile-travail, qui à eux seuls représentent près de 17% des mobilités quotidiennes. Donc, on a automatiquement un impact direct et positif sur ces déplacements du quotidien. Mais vous verrez que d'une certaine manière, fort de l'expérience et de l'épisode Covid, sont apparus des effets rebonds. Alors, pour requalifier ces termes d'effet rebond, c'est qu'au-delà des bénéfices nets et directs de trajets pendulaires réduits, apparaît d'autres phénomènes essentiellement liés d'ailleurs à nos modes de vie que je vais vous présenter en l'espace d'une quinzaine de minutes. Alors, effectivement, l'un des effets, et ça je pense que alors, ça peut vous concerner personnellement, ça peut aussi vous concerner certainement au sein de votre propre entreprise, nous avons redéfini notre quotidien post-Covid. Il y a effectivement, dans les enquêtes qu'on a pu mener en 2020, une volonté de retravailler les proximités autour de son lieu de vie. Alors, on a eu par le passé des centralités fortes autour de son lieu de travail. Il est apparu post-Covid, du moins c'est ce qu'on voit en tout cas s'organiser, des nouvelles centralités autour de ces lieux de vie. Juste un exemple très concret, pour 75% des Français, leur lieu de consommation sont les grandes et moyennes surfaces. Post-Covid, pour des télétravailleurs aguerris, si je puis dire, c'est près de 55% d'entre eux qui préfèrent aujourd'hui se tourner vers des commerces de proximité de type épicerie, supérette, et déplacent finalement ces temps du week-end où on partait à la grande surface sur des temps en semaine au profit des commerces de proximité. Alors, c'est intéressant de voir finalement que on a eu ces télétravailleurs aguerris qui connaissent leur environnement. On a eu ces primo-télétravailleurs qui ont découvert le télétravail pour la première fois
post-Covid. Et on voit que finalement, si ces primo-télétravailleurs se tournent, je ne vais pas dire se déforment, mais se transforment en un profil de télétravailleur aguerri, il est possible que ces mêmes primo-télétravailleurs privilégient à moyen long terme tout ce qui est service du quotidien autour du lieu de vie, donc de nouvelles centralités autour des lieux de vie. Nous avons également un phénomène assez intéressant qu'on a pu observer dans le cadre d'enquêtes, c'est les changements de pratiques de mobilité. Qui dit nouvelle centralité veut dire proximité, et qui dit proximité veut dire certainement des modes de transport et de déplacement favorables au mode actif, c'est-à-dire le recours à la marche ou encore au vélo. Et là aussi, lorsqu'on sonde des télétravailleurs, on voit que, lorsqu'on sonde les télétravailleurs, on voit que le recours au mode actif lorsqu'on est un télétravailleur en zone urbaine est quelque chose qui s'est intensifié. Lorsqu'on est un primo-télétravailleur en zone urbaine, on voit que là aussi, le recours à la fois au transport collectif ou au mode actif s'est également intensifié. En revanche, quand on parle d'effet rebond, là, je vous donne beaucoup d'effets rebonds positifs. Il y a aussi l'effet rebond négatif. Le fait d'avoir plus de temps chez soi, ça engendre aussi, chez beaucoup de télétravailleurs, une volonté potentielle de s'éloigner. Pour des raisons de qualité de vie, pour des raisons de bien-être, pour des raisons aussi de coût. Donc, s'éloigner de son lieu de travail. Et là, lorsqu'on a mené cette enquête en juillet 2020, juste après le premier confinement, on voit que près de 44% des primo-télétravailleurs sondés se disent maintenant que je suis dans la famille des télétravailleurs, je me projette et je me donne comme option éventuellement de m'éloigner de mon lieu de travail. Donc c'est intéressant de voir finalement dans cet exercice comment, fort de l'analyse qu'on a fait sur les télétravailleurs aguerris bien en place, comment ces primo-télétravailleurs vont aussi évoluer leur mode de vie de tous les jours. Et donc, on peut craindre un éloignement des lieux de vie et donc un risque de remotorisation parce que pour beaucoup des primo-télétravailleurs sondés, certains sont situés en zone dense, donc ils vont aller se tourner en zone peu dense et il est avéré que lorsqu'on est télétravailleur en zone peu dense, on a d'ailleurs plus souvent recours à la voiture qu'au transport collectif. Donc un risque de remotorisation qui va venir dégrader le bilan que l'on peut se faire au niveau du télétravail. Et enfin, un dernier phénomène, c'est finalement les déplacements induits. On a nos déplacements propres, on a parlé de nouvelles mobilités quotidiennes, on a parlé de nouvelles centralités autour de ces lieux de vie, mais nous avons aussi nos modes de vie qui sont de certaine manière modifiés, en particulier la pratique du e-commerce qui s'est largement déployée pendant la crise sanitaire. Alors, on a fait cet exercice, effectivement, on peut dire, tiré un peu par les cheveux, de corréler le télétravail et l'évolution de la pratique du e-commerce. Cependant, on voit que on a cet effet mémoire, cet effet hystérésis d'une pratique du e-commerce qui va se prolonger lorsqu'on est télétravailleur, parce qu'on a aussi des organisations et des horaires qui sont telles qu'elles sont dessinées aujourd'hui. Et donc, ce recours au e-commerce engendre là aussi des déplacements complémentaires. Donc, on peut parler de livraison du dernier kilomètre à vélo, l'impact est moindre, mais on a aussi beaucoup de mobilisation de véhicules utilitaires légers qui viennent là aussi dégrader nettement le bilan écologique. Donc, une fois qu'on a fait cela, on s'est justement prêté à un exercice de modélisation. On a quantifié de manière qualitative, on a sondé, on a apporté quelques points de repère sur qu'est-ce qu'on cherche à regarder et on a essayé de quantifier en modélisant l'ensemble de ces effets. Donc, on a déjà travaillé, comme je vous l'ai dit, en 2015 sur l'effet direct modal. Je télétravaille, je réduis mes trajets pendulaires domicile-travail. Quel est l'effet que ça génère, étant donné que nous sommes en France tributaires pour 70% de la voiture pour ces trajets quotidiens. Donc, automatiquement, on va avoir des effets extrêmement positifs. Le calcul, il est très simple. On est parti à peu près sur un jour de télétravail hebdomadaire et par an, par salarié, c'est une économie de 271 kg de CO2. Donc, c'est une quantité importante qui nous servira de base ensuite pour évaluer justement ces fameux effets rebonds. Donc, on a un bénéfice de 271 kg de CO2, mais modulo l'effet de relocalisation, l'effet de nouvelle mobilité, l'effet de bien d'autres phénomènes, quel va être finalement le solde final du bénéfice du télétravail.
Alors, je vous ai également, je crois que c'est Maroufia l'a indiqué, dans le centre de ressources, vous pourrez avoir accès à l'ensemble de ces études qui rentrent davantage dans le détail et expliquent aussi la méthode. On n'aura pas forcément le temps de rentrer dans le détail de chacun de ces points. Mais sachez que à l'ADEME, cette étude qualitative que l'on a menée nous a permis aussi de définir une évaluation plus fine sur les déplacements évités. On a commencé à ajouter un premier effet rebond, c'est-à-dire on a évalué quels sont les impacts sur les déplacements du quotidien. Et on voit qu'en volume, c'est-à-dire en nombre de déplacements et en termes de distance parcourue, au global, nous avons quand même un effet de moins qui permettrait là aussi, et on l'a évalué à peu près à 3300 tonnes de CO2 équivalent économisés par semaine. Et si on prend le contingent de tous les télétravailleurs qui se sont engagés, en tout cas dans le télétravail pendant la période de confinement, ce serait à peu près l'équivalent d'une réduction de 1%, 1% de toutes les émissions de gaz à effet de serre émises par le parc routier automobile. Je le dis parce que c'est extrêmement intéressant de voir que sur des actions extrêmement diffuses, à faible coût, alors je dis à faible coût, il faut nuancer tout le matériel informatique, tout ce qu'il faut mettre en place, mais à faible coût pour la société, quand on compare les enjeux technologiques ou les investissements autour d'infrastructures, on a un effet direct de 2% des émissions de gaz à effet de serre générées par le parc automobile français pour à peu près un contingent de 17% de télétravailleurs. Donc, c'est pas négligeable. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va rentrer maintenant un peu dans le modèle. Donc, on a effectivement une question. Est-ce que le télétravail, c'est vraiment bon pour l'environnement? Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, j'en suis entièrement convaincu, mais on s'est challengé. On s'est dit, voilà, est-ce que c'est vraiment le cas et dans quel cas de figure? Donc, on est parti sur cette valeur de base de 271 kilos d'équivalent CO2 par an, auquel on applique tous ces effets rebonds. Et donc, effectivement, dans ces effets rebonds, on a des effets rebonds dits négatifs, impactants, en particulier la chaîne modale qui va être modifiée parce qu'on peut avoir dans ces nouvelles centralités autour du domicile des nouveaux déplacements qu'on n'avait pas l'habitude de faire et qui vont avoir une incidence aussi sur le bilan global. Et puis, vous le savez, les enjeux de consommation énergétique, on chauffe au bureau et à la maison au même moment. Les enjeux également des visioconférences, il y a des flux, il y a des impacts du numérique sur l'écologie et on le sait, donc on a essayé de le quantifier. Mais en même temps, on a essayé d'évaluer d'autres effets rebonds positifs. Dans une logique de télétravail, c'est de l'optimisation foncière, c'est de la sobriété foncière, c'est de l'optimisation du bureau qui peuvent aussi avoir un effet positif. Et donc, au global, je vous donne presque déjà le bilan. On reste quand même très positif. Si on ne change rien à son organisation, on dégrade d'un tiers le bénéfice en termes d'équivalent CO2, mais on peut avoir un bénéfice nettement augmenté. Là, j'évoque le flex office, on n'a pas du tout intégré les impacts sociaux, les impacts, voilà. Et sur le plan de sobriété foncière, d'optimisation, de foisonnement des équipements, on peut avoir là des effets extrêmement intéressants sur le plan écologique. Alors, si on rentre dans le détail pour que vous compreniez finalement ce qu'on a dans chacune des briques de ces effets rebonds. Donc, l'effet principal, c'est les trajets du quotidien, c'est les trajets domicile-travail. Donc, on est parti effectivement sur cette hypothèse de 70% de Français qui dépendent de la voiture. Nous n'avons pas fait ce travail à l'échelon francilien. En réalité, j'ai envie de vous dire qu'en Ile-de-France, on est bien meilleur. Mais quand je dis on est bien meilleur, c'est qu'on a à peu près, je crois, 40% des actifs qui utilisent les transports collectifs. Donc, par construction, l'effet principal sera légèrement inférieur. Ça veut dire que l'effet rebond provoqué va avoir une incidence plus forte en Ile-de-France qu'ailleurs parce qu'on est, nous, déjà tributaires de manière assez importante des transports collectifs. Donc voilà, l'effet principal à retenir, c'est les trajets domicile-travail. Si on continue justement sur la question des chaînes modales, je vous disais tout à l'heure cet enjeu de report modal causé par le télétravail. Il y a à la fois le report modal favorable, donc recours au transport collectif, recours au mode actif, c'est en particulier le cas pour les urbains. C'est aussi le cas potentiellement pour des périurbains, voire des personnes en zone rurale, même si d'ailleurs dans nos enquêtes, on a eu très peu de télétravailleurs en zone rurale. J'évoque juste ce point-là. Mais on voit qu'on a aussi, pour des personnes en périurbain, un recours des transports collectifs. Et là, pour eux, on a
un effet rebond positif, mais au global, ce qu'on a pu quand même observer, c'est une place importante de la voiture parce que dans ces lieux de vie quotidien, on reste encore tiré et organisé autour de son lieu de travail. C'est du loisir, c'est une activité, ses habitudes, où on a mis l'école de ses enfants, comment on a organisé finalement. On a encore cette traction qui est liée au service autour de son lieu de travail. Donc on peut être amené là aussi à utiliser finalement la voiture ou des modes de transport carbonés pour aller dans ces endroits où on a l'habitude de se rendre et loin de son domicile et plus proche de son lieu de travail. Donc, on peut avoir effectivement un effet sur la chaîne modale. Donc, quels sont les modes que l'on choisit? Et puis, comme je le disais, ces nouvelles mobilités quotidiennes, on réinvente un peu son quotidien aussi lorsqu'on télétravaille. Et donc, d'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent, lorsqu'on prend la parole à l'ADEME pour évoquer que le télétravail est un facteur de démobilité, on ne dit pas que c'est un facteur d'immobilité, c'est un facteur de démobilité, c'est-à-dire qu'on retravaille on raccourcit les distances, mais en réalité, en volume, il est possible qu'on soit encore plus mobile lorsqu'on est télétravailleur, parce qu'on a justement ces nouvelles mobilités quotidiennes qui s'installent. Et je vous le disais tout à l'heure, ce report des déplacements qu'on a le week-end à la semaine fait du télétravailleur en tout cas un acteur beaucoup plus mobile au quotidien. Et donc ça aussi, on a essayé de l'évaluer. Pour beaucoup, on a un recours au mode actif, mais on a aussi des recours, comme je disais tout à l'heure, à des modes motorisés. Alors, sur la question de la relocalisation, c'est un des phénomènes les plus impactants, à la fois privilégier sa résidence secondaire, travailler sur des nouveaux lieux de vie où finalement on va avoir des distances plus longues lorsqu'on est amené à aller au travail. Et donc dans ces distances plus longues, c'est si tout va bien, on a le train, sinon c'est la voiture, parfois l'avion. Donc on peut avoir là une dégradation extrêmement importante du bilan. Et puis dans la durée, l'enjeu c'est d'augmenter finalement le bassin de recrutement des employeurs et donc se donner la capacité d'avoir des collaborateurs situés à 100, 200, 350 km. Et donc là, au bilan, on va avoir forcément un effet rebond de manière assez négative sur le télétravail. Et enfin, les deux derniers termes, c'est les enjeux logement. Donc ça, je pense que c'est assez trivial. On a aujourd'hui sur le logement des enjeux de consommation importants. Donc on les a chiffrés sur la base de données dans la littérature et en accès libre sur les consommations au mètre carré de bâtiments tertiaires et puis ce qu'on consomme aussi à la maison. Et on a pu, sur un jeu d'hypothèses, bâtir une dégradation à peu près de 7 points, 7 à 8 points par rapport à l'effet principal sur le sujet logement. Et puis, le dernier effet que je voulais partager avec vous, c'était l'effet visioconférence. Là aussi, on a de la data qui est plus ou moins importante en fonction de la nature de son travail. Donc, on est en webinaire aujourd'hui. Sachez qu'on émet des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a à peu près 1 gramme de CO2 par minute de visioconférence. Donc, vous allez voir qu'on va être extrêmement efficace. On va les réduire un petit peu. Mais juste pour vous dire que ça aussi, ça se quantifie. Ça peut avoir un impact. Et donc, on a essayé de le chiffrer par rapport à différents profils où on est soit accroché de manière assez récurrente à sa visio, ou bien on a des profils métiers qui limitent cet impact. On l'a chiffré à peu près à 1 point sur l'effet principal en termes de dégradation. Ce qui est intéressant de dire, c'est que là, on s'intéresse aux flux et pas aux équipements. Parce que l'effet télétravail, c'est avoir un écran au bureau et un écran à la maison. Et on sait qu'un équipement informatique, c'est l'extrait de matériaux fortement. Les techniques d'extraction des matériaux pour pouvoir constituer ce matériel informatique sont aussi fortement impactants pour l'environnement. On ne l'a pas quantifié. Vous verrez que finalement, derrière des effets rebonds complémentaires, on peut avoir des impacts non négligeables. Alors, grosso modo, si on prend l'équation, donc on a effectivement cet effet direct modal d'une base 100. On dégrade avec les chaînes modales et les nouvelles mobilités quotidiennes dans lesquelles on a intégré aussi l'enjeu de relocalisation, l'effet du logement, et on a essayé. Alors, je ne vous ai pas mis également les modèles de calcul, mais qui sont disponibles sur le site internet de l'ADEME, sur la question du flex,
du flex office diffus, du flex office organisé, pour chiffrer l'impact par rapport au nombre de mètres carrés et du taux de foisonnement des équipements. Mais pour vous donner juste des chiffres, le flex office diffus, c'est un taux de foisonnement de 1,05 à 0,75. Donc, on a vraiment optimisé l'espace au niveau des postes de travail. Et sur le flex office organisé, c'est du 1,05 à du 0,9. Donc, on a un effet moindre parce que justement, on a moins la capacité de jouer sur le diffus et donc s'appuyer aussi sur d'autres infrastructures que son propre bureau. Donc voilà, on a tout cela. Et mis bout à bout, voilà, si on a l'ensemble des effets rebonds négatifs avec un flex office diffus organisé, on reste quand même sur une balance nette extrêmement positive du télétravail. Donc, à se poser la question, est-ce que le télétravail est bénéfique pour l'environnement? L'ADEME aujourd'hui, fort de ces études, prouve, du moins atteste clairement qu'il y a un effet positif du télétravail sur l'environnement. Mais, je dis bien mais, parce que ce serait trop s'engager, de dire qu'il y a bien sûr des évaluations qui sont soumises encore à certaines incertitudes. Et puis surtout, on est tributaire des profils. On peut avoir des profils, donc là, on a fait quelques personas où on a une personne qui habite en périurbain, qui fait 2 jours de télétravail, et qui va faire le choix de partir en zone rurale sur un bâtiment plus grand, sur une maison plus grande, avec des trajets quotidiens plus importants et en faisant qu'un seul jour de télétravail, là, on va avoir une balance nette négative. Si on est plutôt un urbain et on privilégie les modes actifs au quotidien et on reste dans son appartement, va y avoir un impact extrêmement, extrêmement positif. Si on est parti sur un autre mode de vie, full remote, 100% télétravail, à 450 km de son lieu de travail, mais on s'y déplace qu'une fois par mois, là aussi, on peut avoir des bénéfices extrêmement positifs. C'est pour vous dire que finalement, derrière cette lecture presque normée, c'est une approche paramétrique qu'il faut avoir et que c'est pas tout blanc ou tout noir. Et puis, pour terminer, vraiment, je voulais vous dire qu'on a des effets rebonds qu'on n'a pas modélisés. Donc, je vous disais tout à l'heure l'accroissement des équipements numériques, l'éloignement du domicile de manière plus fin, étant donné qu'on a finalement cette variabilité des profils qui peut avoir une incidence extrêmement importante. Également, l'augmentation des impacts sur les modes de vie. On a cette explosion des city breakers, c'est-à-dire je peux partir le jeudi soir dans une grande capitale européenne, je travaille dans un coffee shop et tout va bien, et donc je peux pas, je dégrade forcément mon bilan. J'ai également des effets positifs qui n'ont pas été évalués, en particulier les externalités positives sur les conditions routières, sur l'investissement propre aux infrastructures qui sont moindres. Voilà, on a finalement une galaxie d'effets à évaluer et à impliquer et à intégrer à cette étude pour vous dire qu'on est quand même, on va dire, à la genèse d'une approche beaucoup plus exhaustive, mais partez malgré tout du principe qu'on a quand même des effets extrêmement positifs qu'il faut, de certaine manière, contrôler lorsqu'on est employeur. Est-ce qu'on n'a pas tout intérêt à travailler dès à présent au foisonnement des taux d'équipement, sur la mise à disposition d'équipements numériques comme on peut, aussi intelligemment, si on met à disposition du matériel au niveau de ses salariés à la maison, comment on mutualise au bureau. Là, on peut mettre en place des choses de manière assez fin. Et puis, il nous reste là encore à avancer sur ces effets rebonds du télétravail, sachant qu'on a fait une étude de la prospective à horizon 2050 et on sent qu'on a une capacité de taux de distancialisation jusqu'à 42% des actifs avec l'effet confinement, c'est-à-dire des activités qui sont devenues des téléactivités possibles, comme la médecine, comme plein d'activités de service. Et on voit que finalement, en faisant cette estimation, c'est un levier non négligeable de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre pour parvenir à notre ambition collective de neutralité carbone horizon 2050. Voilà, j'en ai terminé et puis à dispo pour vos questions sur le chat. Merci beaucoup, Jérémy, pour cet état des lieux et cette analyse de l'impact du télétravail sur l'environnement, qui est quand même plutôt positive dans ce que vous évoquez aujourd'hui, malgré les réserves indiquées. On va maintenant laisser la parole à Amélie Clare, qui va nous expliquer comment négocier en entreprise sur la mobilité durable. Merci Maroussia. Oui, alors je vais effectivement aborder
négociation annuelle obligatoire sur la mobilité durable. Et effectivement, il y a beaucoup. C'est une négociation qui est intéressante de faire en quelque sorte en miroir avec celle sur le télétravail, puisqu'il y a beaucoup de connexions entre ces deux thématiques. Effectivement, la distanciation, les déménagements suite au Covid, il y a beaucoup de questions de la part des salariés sur la prise en charge des frais de transport et ça change les mobilités. Donc, c'est une question qui est vraiment en lien. Et qui peut être intéressante de mettre en miroir avec la négociation sur le télétravail. Alors, qu'est-ce que la mobilité durable ? Parce qu'effectivement, dans le monde du travail, dans le code du travail, ce qu'on appelait les accords mobilité ne correspond pas à ce qu'on entend durable. Donc, ça peut être intéressant de rappeler ce qu'on entend par mobilité durable, parce que parfois, en mobilité, on entend mobilité professionnelle pour aller vers un autre métier, ou mobilité géographique, mutation vers notre site en France, etc. C'est pas le sujet ici. La mobilité durable, ici, s'entend vraiment des trajets domicile-travail et des déplacements professionnels. C'est un concept qui n'est pas nouveau, mais il a été vraiment consacré dans les relations de travail et dans le code du travail par la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et qui a introduit d'ailleurs le forfait mobilité durable dont je vais vous parler par la suite. Qu'est-ce que ça recouvre en fait la mobilité durable ? Il y a plusieurs choses. Il y a les mobilités partagées, l'autopartage, le covoiturage, tout ce qui est trottinette, vélo, scooter, service. Vous avez aussi les mobilités actives, donc vraiment la marche, le vélo, les transports collectifs, le transport en commun, transport collectif éventuellement organisé par l'employeur, qui est plus rare mais qui peut exister. Et également, c'est vrai que c'est plus vraiment de la mobilité, c'est de la démobilité, comme disait Jérémy tout à l'heure. Hein, c'est le fait finalement de ne pas se déplacer et de rester en télétravail à domicile. Et vous avez aussi le cas logements de fonction qui sont sur le lieu de travail ou logements à proximité du lieu de travail qui permet d'éviter des trajets à forte distance. Donc en fait, tous ces modes-là sont des modes qui sont à privilégier pour des alternatives à la voiture thermique individuelle. C'est l'objectif de la mobilité durable, c'est de vraiment d'inciter les salariés à se tourner vers alternatif à la voiture, à l'autosolisme, à la voiture thermique individuelle pour réduire les gaz à effet de serre liés à ces trajets en voiture. Alors, quelques chiffres clés rapidement, parce que Jérémy a déjà évoqué certains chiffres ici, mais je vais plutôt axer sur les enjeux sociaux et économiques, santé, sécurité, conditions de travail, qui n'ont pas forcément encore été abordés. C'est il y a eu une étude qui a été faite notamment liée à l'indemnité kilométrique vélo qui existait avant le forfait mobilité durable. Et en fait, il y a un rapport qui a été présenté à l'Assemblée nationale qui a montré que c'était avant la loi d'orientation des mobilités, qui a montré que pour les salariés cyclistes, vélo au travail, il y avait une réduction de 15% des arrêts de travail. Donc, venir à vélo au travail améliore la santé. Donc, c'est intéressant pour les salariés, pour l'employeur, c'est globalement intéressant pour la santé, sécurité et conditions de travail. Et ça améliore la qualité de vie au travail. Il y a aussi un enjeu économique, financier, et surtout pour les salariés de la mobilité transport et qui s'accentue encore aujourd'hui, comme on voit avec le prix du carburant qui augmente, c'est effectivement l'impact financier, le budget que ça suppose pour les salariés pour venir au travail. Et plus les salariés sont modestes, plus l'impact, la proportion du budget réservé au transport est important. Il y a eu effectivement des études de l'INSEE qui montraient que les 10% des ménages les plus modestes consacrent 21% de leurs revenus disponibles au transport. Et pour les 10% les plus aisés, ils consacrent 11%. Donc, ça reste une part significative utilisée par les ménages, notamment pour les trajets aussi domicile-travail. Donc, c'est un enjeu économique important. C'est un enjeu économique et financier, je vais en parler juste après, aussi pour l'employeur, parce que vous avez aussi des employeurs qui mettent à disposition une flotte de véhicules auprès de leurs salariés, véhicules de société, véhicules de service. Et pour ces
je dirais que c'est un poste très significatif de dépenses pour eux et essayer de pouvoir reporter, essayer d'inciter les salariés qui ont un véhicule de fonction thermique. Déjà, il y a des renouvellements de flotte pour des véhicules moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais essayer de reporter l'utilisation de véhicules de fonction vers d'autres modes alternatifs, réduire les coûts pour l'employeur. Il y a plusieurs enjeux liés à la mobilité durable. On parlait de l'amélioration de la santé des salariés, réduire le coût de la mobilité pour l'employeur, pour le salarié. Ça peut être aussi un enjeu de politique salariale. Pourquoi ? Parce que la législation, je vais vous en parler juste après, a prévu des régimes sociaux et fiscaux de faveur et des incitations sociales et des incitations financières pour justement inciter les employeurs, les salariés à changer de mobilité. Et du coup, en quelque sorte des forfaits, des primes auprès aux salariés, et ce qui peut être un moyen d'agir sur la rémunération des salariés tout en bénéficiant d'exonérations sociales et fiscales. Enjeux liés à l'environnement, mais ça, vous imaginez bien qu'effectivement, si on reporte si on reporte le mode de transport de la voiture vers des modes alternatifs plus vertueux, évidemment, on réduit les gaz à effet de serre liés au trajet domicile-travail. Donc, il y a des effets effectivement liés à la réduction et aux impacts environnementaux liés à ces trajets et ces transports, notamment on va en voiture au travail. Et négocier sur la mobilité durable aussi, ça permet de remettre aussi les choses entre guillemets à plat et de faire un peu le point sur la réglementation en vigueur et de se mettre en conformité sur les nouvelles obligations qui existent, qui peuvent être notamment mettre en place un abri vélo sur le parking de l'entreprise, mettre en place des points de recharge électriques. Ça peut être également renouveler la flotte de véhicules dont je parlais tout à l'heure pour des véhicules moins émetteurs en gaz à effet de serre. Il y a de plus en plus d'obligations légales sur le sujet. Donc, ça peut être le moment aussi d'aller au-delà des obligations légales et de proposer aux salariés des services et des services de stationnement vélo, des services d'alimentation électrique, etc., sur le parking de l'entreprise pour leur permettre et les inciter davantage à venir. Parce qu'évidemment, s'ils n'ont pas les services adéquats, ils vont difficilement se retourner vers d'autres modes alternatifs. Ça peut être l'occasion de sensibiliser les salariés, le personnel sur toutes ces thématiques et tous ces impacts sociaux et environnementaux liés à la mobilité durable, donc améliorer la qualité de l'air, etc. Et ça peut être un préalable d'ailleurs à la négociation collective, se dire on prend le temps d'informer les salariés, de les sensibiliser aux enjeux pour ensuite leur proposer les mesures adaptées et viser des objectifs collectifs réduction des gaz à effet de serre qui peut permettre aussi de rassembler et d'agir ensemble sur ces sujets de manière commune et de motiver le personnel sur ces thématiques. Et voilà, il y a cet enjeu aussi d'organisation du travail puisque, comme on l'a vu, finalement, le télétravail aussi a un impact bénéfique sur l'environnement. Donc, c'est aussi l'occasion, lorsqu'on négocie sur la mobilité durable, de repenser l'organisation du travail. Ça peut être poursuivre, accentuer le recours au télétravail dans l'entreprise. D'ailleurs, souvent, dans les accords sur la mobilité durable, il y a un accent qui est fait sur le recours au télétravail, parfois en renvoyant à des accords qui existent déjà ou à une charte qui existe déjà dans l'entreprise, mais voilà, en poussant davantage, en mettant l'accent sur la réduction des gaz à effet de serre liés à ce recours au télétravail. Et aussi également le fait d'une flexibilité des horaires, permettre aux salariés de venir dans une plage horaire plus souple le matin, repartir à une plage horaire plus souple le soir pour décongestionner un peu les transports et permettre un flux aussi
routier et voilà, et être un peu plus souple sur l'arrivée et la sortie du travail. Donc c'est une question, la mobilité durable finalement, qui va croiser beaucoup de sujets, à la fois sociaux, environnementaux et économiques, financiers. Et en fait, si la question, parce qu'on nous pose souvent la question des arguments, de ce qui peut convaincre, de ce qui peut un peu permettre d'ouvrir des négociations sur le sujet, finalement tous ces enjeux sont qui peuvent de convaincre les partenaires sociaux d'engager des négociations sur les sujets, puisque ça peut être à la fois bénéfique pour l'entreprise, l'employeur, les salariés et l'environnement. Donc c'est un sujet à multiples enjeux qui, après, c'est complexe, hein, bien sûr, il y a beaucoup de... Et puis les profils de salariés, les modes de transport utilisés sont différents, donc ça peut être assez complexe. Mais c'est vrai que beaucoup d'enjeux permettent d'ouvrir des négociations sur le sujet. Alors, je vais aborder maintenant le cadre juridique de la négociation sur la mobilité durable, qui, auparavant, en fait, c'était un plan de mobilité. Donc, c'était une décision unilatérale de l'employeur. C'était pas une négociation collective et c'était obligatoire dans les entreprises qui regroupaient au moins 100 travailleurs sur un même site. On parlait de travailleurs et pas de salariés à l'époque, mais l'acception est un peu différente. C'est un peu plus large, travailleurs, changé par la suite. Mais en tout cas, c'était un plan de mobilité décidé unilatéralement par l'employeur. À partir de la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019, la priorité a été donnée à la négociation collective. Donc l'obligation depuis le 1er janvier 2020 est de négocier dans le cadre de la négociation sur l'égalité professionnelle hommes-femmes et la qualité de vie et les conditions de travail sur ce sujet de la mobilité durable. Donc ça concerne les entreprises qui ont au moins 50 salariés dans l'entreprise et qui ont au moins 50 salariés sur un même site. Et donc, dans cette négociation, vous avez plusieurs thèmes de négociation, dont égalité pro et QVCT. Et c'est le huitième sous-thème de cette négociation qui va porter sur l'incitation à l'usage de modes de transport vertueux notamment. La loi d'orientation des mobilités a aussi mis en place, comme je le disais tout à l'heure, le forfait mobilité durable, dont je parlerai un peu plus précisément tout à l'heure, et aménager la prime transport, qu'on connaît moins, mais qui effectivement permet aussi aux salariés une prise en charge de ses frais, notamment s'il vient en véhicule électrique, hydrogène, etc. Je vous en parlerai un petit peu aussi par la suite. Alors assez rapidement, parce que ça peut être un peu compliqué, mais la négociation obligatoire sur la mobilité durable, comme je vous le disais, elle est dans cette thématique qui est la négociation égalité professionnelle homme-femme et qualité de vie et conditions de travail. Et en fait, c'est dans les dispositions supplétives du Code du travail. Je ne sais pas si certains, effectivement, le savent, mais le Code il y a une architecture qui est celle d'une division en 3 parties, ordre public, champ de la négociation collective et dispositions supplétives. L'ordre public correspond à les dispositions qui s'imposent à l'employeur auxquelles il ne peut pas déroger, même par voie de négociation collective. Le champ de la négociation collective, c'est vraiment le champ négocier, et les dispositions supplétives sont celles qui vont s'appliquer à défaut de dispositions dans un accord collectif qui serait applicable dans l'entreprise. Concernant la mobilité durable, donc c'est prévu à l'article 2242-17 du Code du travail, il est prévu de manière supplétive de négocier sur ces sujets dans le cadre de la négociation égalité hommes-femmes et qualité de vie et conditions de travail. Alors, il y a 3 thèmes qui vont être négociés, mais je le verrai après dans le cadre de cette négociation, qui sont prévus dans l'article que précité, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, comment aborder cette négociation collective et quelle méthodologie pour bien négocier sur le sujet? Alors, comme préalable, tout à l'heure, je disais effectivement, ça sensibiliser les salariés et faire des réunions d'information, par exemple. Après, la question aussi se pose de savoir comment on va aborder, puisque finalement, autour de la table, vous allez avoir
la délégation syndicale, donc les délégués syndicaux, les organisations syndicales représentatives et l'employeur qui vont être amenés à discuter, à faire des réunions de négociation sur le sujet. Et pour être à même de aussi en toute connaissance de cause et d'avoir toutes les clés et toutes les billes pour être sûr d'être complet et d'être efficace sur le sujet, déjà, il y a la question des informations à avoir en premier lieu pour pouvoir négocier efficacement sur le sujet. Donc, il n'y a aucune information dans le Code du travail sur ce que l'employeur doit fournir comme information aux négociateurs. Alors, on préconise plusieurs informations, notamment les objectifs de cette négociation sur la mobilité durable. Il n'y a rien dans le Code du travail. Pour autant, on peut aller se référer au Code des transports qui régit le plan de mobilité employeur. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que il y a certes une obligation de négociation sur le sujet dans le cadre de la négo égalité hommes-femmes QVCT, mais en cas d'échec des négociations sur le sujet, si jamais les parties ne se sont pas mises d'accord, il y a un PV de désaccord qui a été dressé, l'employeur est quand même tenu de mettre en place un plan de mobilité de manière unilatérale. Et là, on revient sur le plan de mobilité qui était applicable avant. Et donc, il existe toujours. Et l'intéressant, c'est que finalement, le plan de mobilité qui est régi par le Code des transports, son contenu est beaucoup plus détaillé que ce qu'on peut trouver en mobilité durable dans le Code du travail. Donc, nous, on vous conseille d'aller regarder ce qu'il y a dans le Code des transports et les objectifs de ce plan de mobilité pour s'inspirer, pour négocier l'accord mobilité durable. Et l'accord prévoit notamment d'optimiser, augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de l'entreprise dans une période de diminution des gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et décongestionner les infrastructures et les moyens de transport. Après, il peut y avoir bien sûr d'autres objectifs, des objectifs aussi sociaux, économiques qui peuvent être prévus. Mais voilà, c'est aussi à l'employeur d'informer et dans le cadre de sa stratégie RSE, de proposer dans le cadre de cette négociation les objectifs de cet accord. Une autre qui paraît aussi très importante dans le cadre des débuts de ces négociations, c'est l'état des lieux, le diagnostic de la situation de l'entreprise en matière de mobilité des salariés et qui correspond finalement à quelle est la photo à l'instant T de l'utilisation des modes de transport par les salariés, l'accessibilité au site, l'état du stationnement, voilà, donc c'est finalement et recueillir surtout les aspirations et les besoins des salariés en la matière. Donc ça suppose de recueillir pas mal de données à ce moment-là, mais ça permet d'avoir une idée de combien de salariés utilisent individuel, combien utilisent le transport collectif, les distances domicile-travail, et d'avoir une idée aussi d'où on part pour savoir où l'on va en fonction des objectifs qui ont été fixés. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir ces données-là pour prévoir des mesures par la suite qui vont être utiles et efficaces par rapport à la situation de l'entreprise. Une troisième aussi qui peut être intéressante à fournir, c'est le contenu du plan de mobilité qui est élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités, qui normalement doit être fourni par cette autorité aux entreprises qui sont concernées par cette situation mobilité durable. Et ça peut être intéressant de les fournir aussi aux négociateurs et donc aux délégués syndicaux dans ce cadre-là pour avoir une idée de l'aménagement du territoire et des infrastructures projetées ou existantes sur le sujet. Bon, après, il y a d'autres éléments qui peuvent être donnés, qui peuvent être intéressants, notamment les anciens accords mobilité durable de l'entreprise, bilan gaz à effet de serre, notamment s'il va jusqu'au scope 3, et la déclaration de performance extra-financière de l'entreprise. Et depuis la loi climat, les indicateurs environnementaux de la base de données économiques et sociales et environnementaux peuvent être pour les négociateurs pour avoir des informations intéressantes pour engager ces négociations. Alors, il y a aussi la question de
qui peut être là aussi au table des négociations et qui peut nous accompagner. Rien n'interdit à ce que l'employeur prenne l'initiative ou même la délégation syndicale prenne l'initiative d'inviter d'autres personnes au table des négociations pour éclairer les personnes sur soit ça peut être, pourquoi pas une autorité extérieure, une autorité administrative, l'autorité d'organisation des mobilités pour qu'elle soit présente et pour pouvoir lui poser des questions sur la situation. Et ça peut être aussi des personnes internes ou externes qui sont particulièrement expertes du sujet et qui pourraient aider à la fois tous les négociateurs sur le sujet avant d'aborder toutes les questions et être sûr d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir négocier efficacement. Ça peut être aussi des experts externes qui peuvent être présents pour ceux qui ont fait le diagnostic, par exemple. Parfois, c'est des experts externes peuvent être invités et présenter le diagnostic et on peut leur poser des questions à cette occasion. Le Code du travail ne l'interdit pas du tout et ça peut permettre d'avoir tous les éléments et toutes les expertises présentes pour nous aider à la négociation. Alors enfin, quelles mesures négocier concrètement? Quel contenu on parle s'agissant du contenu de l'accord mobilité durable? Alors, dans le Code du travail, il y a finalement 3 thématiques tirées sur ce contenu, qui est réduire le coût de la mobilité, inciter à l'usage de modes de transport vertueux et la prise en charge des frais de transport, la prime transport et le forfait mobilité durable. Après, on n'a pas d'autres informations dans le Code du travail. Et encore une fois, c'est intéressant d'aller se reporter au Code des transports, notamment l'article 1214, qui détaille davantage et précise davantage le contenu. Et il préconise d'ailleurs d'établir un programme d'action, un plan de financement, un calendrier de réalisation des actions et des modalités de son mise à jour. Et quant aux mesures, il y a plusieurs choses qui sont préconisées. La promotion des moyens et usages de transport alternatifs à la voiture individuelle, l'utilisation des transports en commun, covoiturage, autopartage, marche, et également le télétravail, la flexibilité des horaires, etc. Donc voilà pour le contenu et je vais davantage entrer dans le détail sur certaines parties. Alors, quand on parlait tout à l'heure de réduire le coût de la mobilité et inciter à l'usage de transports vertueux, finalement, il y a pas mal de choses qui ont été mises en œuvre par la législation pour inciter socialement et fiscalement à l'usage de modes de transport vertueux et du coup aussi par ce la mobilité. Alors, à titre d'exemple, c'est quelques données indicatives, mais c'est pour vous donner une idée de ce qui peut exister. Le fait de mettre à disposition un vélo auprès de salariés, sur le site de l'URSSAF, en fait, il est indiqué qu'à titre de tolérance, ce ne sera pas retenu comme avantage en nature. Alors, qu'est-ce que ça suppose, un avantage en nature? Ça suppose que ça va être soumis à charge sociale pour l'employeur et soumis à impôt sur le revenu pour le salarié, notamment pour l'usage à titre privé. Et en l'occurrence, le vélo, il y a une tolérance de l'URSSAF, en tout cas sur le site internet. Il y a une autre incitation pour le vélo qui a été prévue que l'employeur choisit de mettre à disposition une flotte de vélos auprès de ses salariés. Il a été prévu une réduction d'impôt sur les sociétés égale aux frais générés par cette mise à disposition gratuite. Donc, ça peut être intéressant pour l'employeur de mettre à disposition cette flotte et c'est applicable jusqu'au 31 décembre 2024. Autre incitation financière, mais là j'ai juste mis la référence parce que ça dépend de beaucoup de conditions, mais il y a un bonus vélo qui existe et qui peut être accessible physique comme pour les personnes morales. Donc c'est un montant qui est attribué à personnes qui souhaitent acquérir un vélo. Pour les véhicules électriques ou faibles émissions de gaz à effet de serre, vous avez aussi des dispositions qui permettent d'inciter à l'utilisation de ce type de véhicule. Et pour que les employeurs mettent à disposition ce type de véhicule, il y a aussi des avantages qui ont été prévus, notamment liés à l'avantage en nature. Et l'avantage en nature sera évalué de manière moindre que si on mettait à disposition un véhicule thermique. Donc, c'est intéressant aussi socialement et fiscalement pour l'employeur comme pour le salarié. Et après, vous avez écologique, prime à la reconversion et prime au rétrofit qui existe pour inciter à l'achat de ce type de véhicule
pour personnes physiques comme pour personnes morales. Plus particulièrement, donc, comme je l'accord mobilité durable, il faut aborder cette question de la prise en charge des frais de transport. Finalement, vous avez cette nouvelle prise en charge des frais de transport depuis la loi d'orientation des mobilités, qui est le forfait mobilité durable. Le forfait mobilité durable, qu'est-ce que c'est? Le fait pour l'employeur de pouvoir prendre en charge les frais de transport des salariés, mais que pour certains modes de transport. Le vélo avec ou sans assistance électrique, les engins de déplacement personnels motorisés depuis le 1er janvier 2022, ça va être trottinette électrique, gyropode, monoroue, etc. Le fait d'être conducteur ou passager en covoiturage et les services de mobilité partagés aussi, scooter en libre service, autopartage, etc., etc. Et aussi l'achat de tickets à l'unité, enfin, des transports collectifs. Donc, ça permet à l'employeur de prendre en charge tous ces frais de transport qui seraient engagés par les salariés. C'est limité, alors, s'exonérer de cotisations sociales et contributions sociales, exonérées d'impôt sur le revenu pour le salarié, dans la limite de 500 € par an par salarié. Donc, il y a effectivement cet avantage de régime social et fiscal et il y a un cumul qui est possible. Donc, comme vous voyez, là, on va réviser un peu les couleurs primaires. Si on prend les frais d'abonnement au transport public, donc jaune plus le forfait mobilité durable en bleu, on peut cumuler, ça nous donne du vert et ce cumul est exonéré socialement et fiscalement dans la limite de 600 € par an par salarié. Ça peut être intéressant puisque finalement, vous avez parfois des salariés qui vont à la fois utiliser le vélo, mais aussi prendre le RER, le métro. Et donc, ça permet de pouvoir cumuler les deux, même si le plafond de 600 € nous l'indique que ce n'est pas forcément très avantageux et ça peut rester limité en termes de prise en charge de frais. On peut aussi cumuler le forfait mobilité durable transport. La prime transport, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de prendre en charge, comme je vous le disais rapidement tout à l'heure, les frais d'alimentation électrique, hybride, rechargeable ou hydrogène, mais aussi carburant. Carburant, ça va être moins avantageux parce que c'est exonéré socialement et fiscalement dans la limite de 200 € par an par salarié, alors que pour les autres, du coup, moins émetteurs en gaz à effet de serre, ça va être limité, l'exonération à 500 € par an par salarié. Donc voilà, ces modes de prise en charge sont à négocier lors de l'accord sur la mobilité durable et ça peut être un moyen aussi de réduire le coût de la mobilité pour les salariés. Alors, finalement, il y a pas mal de choses qu'on peut aborder lors de l'accord mobilité durable. Et vous avez un accord collectif qui est assez emblématique sur le sujet, qui est l'accord EDF, qui est très complet et qui va balayer assez large sur la mobilité durable. Et vous avez pas mal de choses, notamment dans cet accord-là, qui va être favoriser l'étalement des horaires d'arrivée et de départ, poursuivre le développement du télétravail, la mise en place du forfait mobilité durable et voir le vélo avec ce qui est lié aussi à la sécurité routière, des mises à disposition de kits de sécurité, parce qu'il y a cette question-là aussi qui peut se poser. Le changement aussi de la flotte de véhicules pour électrifier la flotte de véhicules mis à disposition des salariés. Le développement au covoiturage avec la mise en place d'une plateforme covoiturage pour les salariés, pour leur permettre de covoiturer. Également, et ce qui est intéressant aussi dans l'accord EDF, par exemple, c'est qu'il a été prévu d'intégrer l'impact environnemental, notamment pour le choix des implantations de l'activité et sur l'accessibilité du site. Et il y a un autre élément aussi qui a été intéressant, c'est un système qui s'appelle Welcome, qui a été prévu pour permettre aux salariés, même s'ils ne sont pas rattachés administrativement à ce site, en fait, s'ils sont rattachés administrativement à un site, mais s'il y a un site plus proche de chez eux, auquel ils ne sont pas forcément rattachés administrativement, ils peuvent aller quand même travailler sur ce site-là. Donc, c'est intéressant. Après, vous avez d'autres accords qui prévoient des choses assez inédites. Par exemple, l'accord où sur l'attribution des missions aux consultants, ils ont prévu de prendre en compte justement ce critère de distance
et de trajet domicile-travail en privilégiant les salariés qui seraient plus proches du lieu de mission. Donc, ça serait, c'est un critère qui peut être intéressant à prendre en compte parce que ce n'est pas forcément le cas. Je vois qu'on avance dans le temps, donc je vais rapidement finir sur ce point. Il y a la question du recours au tiers-lieu et au développement des bureaux de proximité. Il y a encore des freins à l'utilisation de ces modes de travail, notamment liés au coût, à la gestion administrative, peut-être aussi à l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur. Mais il y a des avantages, plus de flexibilité pour les salariés, des préventions des RPS liées à l'isolement dans le cadre du télétravail, maintenir les liens sociaux et toujours encore les gaz à effet de serre liés au trajet domicile-travail. Alors, c'est vrai qu'il y a une proposition de loi qui a été faite qui est intéressante, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est l'attribution d'un titre bureau à l'image restaurant qui permettrait aux salariés finalement de pouvoir payer avec un titre bureau l'accès à un coworking, tiers-lieu, voilà, avec des incitations sociales et fiscales sur ces sujets pour inciter à l'utilisation de ce type de tiers-lieu et des bureaux de proximité par les employeurs. Donc, c'est un sujet très large. Donc, on pourra en parler très longuement, mais je vais m'arrêter parce qu'il y a sans doute des questions auxquelles il faut répondre maintenant. Merci beaucoup, Amélie. Effectivement, il y a quelques questions auxquelles nous avons pu répondre directement, mais il y en a d'autres qui nécessitent des compléments. La première question s'adresse plutôt à Jérémy. Donc, question de Christelle. Comment faire pour collecter les bonnes données? Existe-t-il des entreprises spécialisées sur l'évaluation du bilan CO2, les mobilités, etc.? Ouais, alors, bonne question. Effectivement, merci de la poser. En fait, on a en réalité, nous, on va plutôt mettre à disposition de la méthode, mais c'est pour beaucoup de cas de figure des enjeux plutôt de collecte, enfin de déclaratifs directement par les salariés en question. On peut avoir des modèles qui s'appuient aussi sur des logiques plutôt numériques, c'est-à-dire comment des applications sur smartphone sont en mesure de collecter de la donnée, de la data et ensuite d'être agrégées au niveau d'outils plus cumulés pour évaluer les impacts. Donc ça, il y a aujourd'hui des opérateurs spécialisés là-dessus. Je vais en citer quelques-uns. 1 kilomètre à pied accompagne sur ces sujets. On a, c'était dans mon ancien poste, mais j'ai plus les noms, mais voilà, je sais qu'on a voilà une offre assez large. Et nous-mêmes, nous avons mis à disposition un accès en open source d'outils calculateurs, enfin des simulateurs sur les déplacements qui s'appelle Datagir. Donc, je vous enverrai, je mettrai le lien dans la boîte de discussion, qui vous permet d'avoir un chiffrage de vos impacts sur le transport. Et dans ces simulateurs, vous avez un lien qui vous permet d'avoir vraiment une vision très fine de vos gestes climat au quotidien. Et donc là, c'est du déclaratif poste par poste. Donc là, vous pouvez en faire un vrai outil de simulation interne à votre équipe, comme un outil de management de la RSE, étant donné que c'est assez responsive. On peut le faire sur téléphone, on peut le faire de manière assez naturelle, mais on peut faire tout cela. Mais il y a souvent quand même un enjeu d'implication des collaborateurs pour faire du déclaratif, mais les méthodes existent et les professionnels qui peuvent vous accompagner sont aussi clairement en place pour vous aider. Peut-être qu'il y en a certains qui sont connectés, donc n'hésitez pas aussi à proposer vos services si tel est le cas. Merci. Alors, 2 questions pour Amélie. Confirmez-vous qu'il y a un risque URSSAF à cumuler FMD et véhicule de fonction et donc avantage en nature, dans le cas évidemment où le salarié n'utilise pas son véhicule de fonction mais son vélo par exemple pour se rendre sur son lieu de travail? Première question. Je vous laisse y répondre, Amélie, et puis je vous poserai la deuxième. Ah, on ne vous entend pas. Pardon, excusez-moi. Là, c'est bon? C'est bon. Ok, oui, j'avais pas activé le micro. Effectivement, il y a un risque dans la mesure où, déjà, dans le Code du travail, le forfait mobilité durable et du coup les exonérations sociales et fiscales sont attribuées que dans la mesure où il est utilisé conformément à son objet. Ça veut dire que ça suppose que le salarié utilise bien les modes de transport prévus par le forfait mobilité durable. Donc, si on a un véhicule de fonction, en principe, c'est qu'on va utiliser son véhicule de fonction pour venir au travail.
En l'occurrence, si on utilise son véhicule de fonction, ça veut dire qu'on n'utilise pas les modes de transport prévus par le forfait mobilité durable. Donc, c'est vrai qu'il existe un risque. Donc, soit ça veut dire, si on utilise son vélo pour aller au travail et qu'on veut bénéficier du forfait mobilité durable, ça suppose de abandonner le véhicule de fonction pour choisir entre les deux. Alors après, je sais qu'il existe, mais c'est pas juridiquement encadré. Une pratique qui est d'attribuer un crédit mobilité aux salariés qui ont un véhicule de fonction, une sorte de compensation financière pour abandonner leur véhicule de fonction pour utiliser des modes alternatifs et ça peut être l'autopartage ou autre et ça d'avoir une compensation financière en lâchant son véhicule de fonction, mais c'est pas encadré juridiquement. Une question sur les perspectives temporelles, enfin le calendrier, je suppose, pour le titre bureau. Alors, aucune idée. Je ne sais pas. C'est une proposition de loi qui date de l'année dernière et je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai que le sujet revient régulièrement dans les débats. Donc, faut espérer que, je ne sais pas, dans l'année à venir, ça revienne, mais je ne sais pas du tout. D'accord. Alice qui signale aussi beaucoup de freins constatés chez les clients pour les applis qui remontent la data. Donc ça, c'était plutôt en réaction, je pense, à ce qu'indiquait Jérémy. Alors, il y avait aussi une question à laquelle j'ai répondu, mais peut-être une confirmation orale serait la bienvenue à Francesca sur à partir de combien de salariés cette négociation est-elle obligatoire? Alors, c'est à partir de 50 salariés sur un même site. 50 salariés plus. Voilà. Moi, j'avais une question aussi, enfin en tout cas une question-réaction. C'est vrai que la négociation de mobilité est intégrée dans les accords EGAPRO QVCT qui sont déjà des accords avec une quantité d'éléments à négocier et on voit bien qu'il y a un lien ténu entre mobilité et télétravail. Est-ce que ce ne serait pas plus facile pour les entreprises de négocier conjointement télétravail et mobilité et donc de sortir la négo mobilité de l'accord EGAPRO QVCT? Alors, c'est une bonne question. Alors, c'est toujours faisable, hein, c'est toujours possible parce que, comme je vous disais tout à l'heure rapidement, dans le champ de la négociation collective, le Code du travail prévoit, on peut aménager de la NAO sur égalité professionnelle et QVT et on peut sortir du coup la mobilité durable pour l'aborder dans une autre thématique. Après, j'ai peut-être quelques doutes. Alors, est-ce que la négociation sur le télétravail est quand même très très large et il y a beaucoup de choses qu'il faut aborder lors de cette négociation et de durable. Donc, je me dis ça peut être peut-être compliqué dans la mesure où c'est deux sujets de négociation qui sont très conséquents, mais c'est vrai qu'il y a forcément des liens. Donc, c'est intéressant en tout cas de les mettre en lien. Après, est-ce qu'il faut aborder les deux en même temps? Je ne sais pas. Je pense que ça serait compliqué en après, bien sûr qu'il faut pouvoir faire des liens et des ponts entre ces deux négociations collectives. Oui, c'est vrai que nous, dans les PME, hein, notamment dans les accords télétravail qu'on a pu étudier, la question de la mobilité n'est jamais abordée. Donc, il me semble qu'il y a vraiment quelque chose à creuser à ce niveau-là. Les travail, la question de la prise en charge des frais de transport est souvent abordée et du coup, on a aussi un lien avec la mobilité durable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, on va s'arrêter. Je vous remercie beaucoup Amélie et Jérémy pour ce webinaire. Merci à tous les participants. Et une fois de plus, moi, je pense qu'il y a vraiment des perspectives intéressantes à creuser autour de cette articulation mobilité télétravail et une opportunité aussi parce qu'on sait que les négociations télétravail sont en forte croissance depuis 2017
y compris dans les PME de 50 à 250 salariés. Hein, juste un petit chiffre pour conclure, mais en 2021, il y a 2720 accords télétravail qui ont été signés, contre seulement 385 en 2017. Et 40% de ces accords sont des accords conclus justement par des entreprises de 50 à 250 salariés. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie opportunité sur la négo télétravail. Donc, pourquoi pas amener en tout cas la réflexion et faire ce lien entre mobilité et télétravail. Merci encore à vous deux. Merci à tous. Excellente journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.